Il est 10h33, merci d'être avec nous. Bien, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, Bruno Tertrais, bonjour. Bonjour. Quelle intense activité diplomatique depuis hier. Nous avons eu le discours de Vladimir Poutine, nous avons eu le discours de Joe Biden, nous avons maintenant Joe Biden qui est en Pologne et qui rencontre les 9 dirigeants des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est qui sont membres de l'OTAN. Nous avons hier Meloni, la première ministre italienne, qui était à Kiev. Nous avons eu un discours de Zelensky. Nous avons une réunion à l'ONU. Intense activité diplomatique en ce moment. On va commencer avec Biden, si vous voulez bien. Biden, qui est donc à Varsovie, qui rassure, qui est là pour rassurer et pour réaffirmer le soutien des États-Unis à ces pays qui sont les plus inquiets, ces pays de l'OTAN, pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale. Bruno Tertrais. Oui, et je dois dire que Biden a quand même réussi une très belle manœuvre diplomatique. Vous vous souvenez de ce que disait Lionel Jospin à propos de Jacques Chirac? Il l'avait trouvé vieilli, usé, fatigué. On disait beaucoup ça à propos de Biden. Et cet homme, qui d'ailleurs va probablement se représenter à la présidence, il surprend son monde avec un voyage il faut le redire, absolument historique. C'est une marque de confiance pour un président américain d'aller dans un pays en guerre, absolument jamais vu. Une marque de confiance envers l'Ukraine qui est absolument jamais vue. Alors, la deuxième séquence, c'est la Pologne. Et la Pologne, c'est en train de devenir ce qu'était un peu l'Allemagne au temps de la guerre froide. C'est-à-dire l'avant-poste de l'Europe et du monde occidental. Bien sûr, elle est protégée par l'Amérique, mais les Polonais, comme les pays baltes, ils ont toujours besoin d'être rassurés. Et là, Biden a dit, je serai toujours avec vous, l'Amérique sera toujours avec vous. Plus que jamais, on mesure l'opposition entre les États-Unis et la Russie. Oui, là, maintenant, c'est clair. Hein. Oui, mais j'allais dire qu'on la sentait monter depuis une bonne dizaine d'années. Oui. Voilà, et je crois vraiment que c'est la Russie qui a choisi de provoquer quelque chose qui ressemble à une nouvelle guerre froide, et elle est chaude en Ukraine, bien sûr, mais pour le reste de l'Europe, et pour l'Europe de l'Est, pour l'Europe orientale, c'est une forme de guerre froide. Mais que voulez-vous, là, c'est quelque chose qui aussi rend, pour Vladimir Poutine, le met dans un cadre intellectuel qu'il a bien connu. Lui, il a grandi, c'est un homme de la guerre froide, Vladimir Poutine. Et finalement, il y a une espèce de confort politique pour lui à se dire, voilà, c'est de nouveau le monde contre nous, parce que lui, ça le conforte intérieurement. Il peut dire, je suis un président en guerre, l'Occident a voulu nous attaquer, parce que c'est ça son discours. Donc ça a quelque chose de confortable pour lui, malgré l'échec militaire qui pour l'instant est patent. Oui, sa rhétorique n'a pas changé. Là encore, revenons sur le discours de Vladimir Poutine hier, sur le discours de Joe Biden hier également. La rhétorique de Vladimir Poutine n'a pas changé. On n'a pas été très surpris par ce qu'il a dit lors de ce discours. Finalement, Joe Biden, on n'a pas été surpris non plus par le discours de Joe Biden. La situation est figée. Aujourd'hui, elle est figée militairement, elle est figée diplomatiquement. Elle l'est d'autant plus que Vladimir Poutine a coupé le dernier lien qui reliait l'Amérique à la Russie, le dernier canal de dialogue, qui est celui du contrôle des armements nucléaires. On disait beaucoup au temps de la guerre froide que... D'accord, il y avait cette rivalité entre deux blocs, mais au moins, avec cette affaire de maîtrise des armements nucléaires, on avait un canal de discussion permanent qui pouvait d'ailleurs servir à d'autres choses aussi. Et là, Vladimir Poutine dit non, moi je suspends ma participation à ce processus. À cet accord, à cet accord de limitation. Signé en 2010. Oui, alors ça ne veut pas dire qu'on va repartir. Mais non, parce que les Russes, quand même, ont précisé, Moscou continuera à respecter la limitation de son arsenal. Hein. Alors, ils ont tenu c'est le ministère des Affaires étrangères russe qui a donné cette précision dans l'après-midi. Elle n'est pas inutile, parce que ça veut dire qu'on ne va pas se diriger vers une nouvelle course aux armements nucléaires comme c'était le cas au temps de la guerre froide. Bien sûr. Mais c'est quand même symbolique, et puis ça a une portée, puisque, encore une fois, c'était le dernier canal de discussion permanent entre Américains et Russes. Bien, suspension de la participation de la Russie à l'accord New Start sur le désarmement nucléaire. Vladimir Poutine est passé à l'offensive contre un Occident qu'il juge dépravé. Bon, là encore, cette rhétorique du discours, on la connaît, on sait ce que veut Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, qui est confronté quand même à certaines difficultés. J'ai été très intéressé par l'échange entre Prigojine,
le patron de Wagner et le ministère russe de la Défense. Vous avez vu ça, le haut commandement, Prigojine reprochant à l'armée russe de ne pas lui fournir le matériel nécessaire pour se battre, et l'armée russe répondant assez sèchement à Prigojine. Vous avez remarqué comme cela, comme moi, cela, Bruno Tertrais? Oui, tout à fait. D'abord, un mot sur le discours de Poutine, juste pour dire que moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'était quasiment un discours soviétique. Il y avait des passages, on entendait, nous avons réussi à atteindre nos objectifs de production de céréales, d'acier. On avait l'impression d'être dans les années 1970. Alors, sur Prigojine, les milices Wagner, elles sont très utiles pour le Kremlin, et en même temps, il ne faut pas qu'elles prennent trop de place non plus, parce que si elles arrivent à montrer, ou si elles donnent le sentiment qu'elles sont plus efficaces que l'armée régulière, c'est un camouflet pour Vladimir Poutine lui-même. Donc il y a cette espèce de jeu un petit peu compliqué entre Prigojine, Shoigu, le ministre de la Défense, et Poutine qui Gerasimov. Et Poutine qui se tient un petit peu en arbitre. Hein. Il y a une part de théâtre. Il y a une part de théâtre dans tout cela, mais très clairement, ce qui compte, c'est que oui, les milices sont importantes pour la Russie aujourd'hui en Ukraine parce qu'elles réussissent mieux entre guillemets avec d'énormes pertes humaines que l'armée classique. Oui, Prigojine est quelqu'un qui compte, mais c'est quand même quelqu'un qui n'est pas prêt. Il faut pas dire que ça va être le successeur de Poutine et qui va renverser Poutine du jour au lendemain. Ça, non. Non seulement ça, mais Prigojine, dans tous les cas, on n'a pas vu Kadyrov hier dans l'Assemblée qui assistait au discours de Poutine. C'est très, très important. Hein. Il n'était pas là. Ça veut dire que, quand même, Poutine laisse à l'écart et Prigojine et Kadyrov. Et n'oublions jamais l'importance de l'armée russe autour de Poutine. Ils sont là et ils sont un peu les gardiens du temple. Hein. Oui, mais c'est pas seulement l'armée, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle les siloviki. L'administration. Non, c'est l'ensemble des services de sécurité. De tous les gens qui ont les armes, pour faire simple. Et là, en grand classique des régimes autoritaires, Poutine a organisé la rivalité entre ces services. Ce que craint le plus un dictateur, c'est un jour d'être renversé par l'armée ou les forces de sécurité. Alors heureusement, en Russie, il n'y a pas de tradition de coup d'État militaire, mais cette compétition entre services de sécurité divers et variés, organisations qui ont des hommes en armes, c'est un classique des régimes autoritaires. Et aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, elle bat son plein. Et Vladimir Poutine devra tenir compte des remarques et de Gerasimov et de son ministre de la Défense. Même s'ils sont alignés pour l'instant sur les positions de Vladimir Poutine. Mais si un jour il y a peut-être mouvement au sein même de la Russie et au sein même du pouvoir russe, ça pourrait peut-être venir de l'armée. Bon, on va pas épiloguer ni penser à ce que sera l'avenir. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette réunion de l'ONU qui commence aujourd'hui. Alors, la Russie, évidemment, s'insurge contre la décision de l'ONU sur l'Ukraine. Que se passe-t-il à l'ONU? Il y a une résolution. L'Ukraine et ses partisans espèrent renforcer l'isolement diplomatique de la Russie en cherchant à obtenir des votes positifs. Sur quoi? Eh bien, l'Assemblée générale de l'ONU, composée, on le rappelle, de 193 membres, doit voter, je pense avant la fin de la semaine, je crois que c'est demain ou après-demain, doit se prononcer sur un projet de résolution soulignant la nécessité de parvenir dans les meilleurs délais à une paix globale, juste et durable. Et qu'exige cette résolution? Le retrait des troupes russes du territoire ukrainien, l'arrêt des hostilités, retrait des troupes russes, arrêt des hostilités, évidemment, Moscou ne peut pas accepter cela. Chacun va se compter. Absolument, chacun va se compter. C'est pas tellement la portée, la force juridique de cette résolution qui compte, c'est... La force politique. C'est la force politique. Bien sûr. Il faut quand même rappeler que l'Assemblée générale de l'ONU, c'est un peu le Sénat du monde, c'est-à-dire chaque pays, les Kiribati ont la même voix que les États-Unis. Alors, ce qui va compter, ce qui va littéralement compter, c'est la comparaison avec la première résolution de l'Assemblée générale de l'ONU il y a un an. Il y avait 141 pays qui avaient voté la résolution condamnant
la Russie. C'est pour ça que quand on dit... Sur 193. Voilà, c'est pour ça que quand on dit l'Occident est isolé, les partisans des États-Unis et de l'Europe sont isolés, ça faut quand même pas exagérer. 141 pays, c'est quand même les 3/4. Voilà. Il y en a beaucoup moins qui appliquent les sanctions. C'est un autre sujet. Beaucoup moins. Donc là, il va falloir qu'on ait à peu près le même résultat si on veut pouvoir dire à la Russie, le soutien que vous aviez dans une partie du monde est en train de s'effriter. S'il y a 130 pays, ça sera une défaite politique pour les pays occidentaux. S'il y en a 145, ça sera une victoire. Vous voyez, ça a l'air symbolique, mais on est dans quand même quelque chose qui ressemble à une guerre froide politique dans laquelle le monde est de nouveau un grand échiquier diplomatique sur lequel il faut compter ses soutiens. Et ça compte, c'est moins important bien sûr que les victoires ou les défaites sur le champ de bataille, mais dans la grande partie qui se joue, ça n'est pas mince. Ce n'est pas mince. Et nous serons attentifs aussi à ce que va déclarer la Chine. L'ambassadeur chinois à l'ONU a déclaré hier aux journalistes que la Chine publierait probablement dans les jours qui viennent un document de position sur l'Ukraine qui reflètera principalement les positions cohérentes de la Chine sur cette question. On l'attend avec impatience, ce document. Personnellement, je l'attends avec absolument aucune impatience. Alors allez-y, Bruno Tertrais. Parce que je peux déjà vous dire ce qu'il y aura. Alors allez-y. Ce sera de l'eau tiède. Oui, respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de tous les pays, ça va être ça, quoi. Oui, ça va être ça. Et ça va s'inscrire dans ce que la Chine appelle sa doctrine de la sécurité globale. Un mot dont on ne sait pas trop ce qu'il veut dire concrètement, mais ça veut dire que qu'est-ce que cherche à faire la Chine? Non pas susciter une négociation directe, encore moins être un médiateur. D'ailleurs, la Chine le dit, nous ne sommes pas un médiateur. Exactement. Pour tout, voilà, ça c'est un message à tous ceux qui s'imaginaient, y compris en France, que la Chine pouvait être une sorte d'intermédiaire. Non, ce que la Chine veut faire, c'est projeter une image d'elle-même qui est différente de celle de la Russie. L'image d'un pays raisonnable qui serait, contrairement à d'autres, moins prompt à utiliser la force militaire, qui cherche la paix dans le monde, les grands équilibres et la souveraineté de chaque État au monde. C'est ça qu'elle cherche à faire. Elle ne se fait, à mon avis, aucune illusion sur ce que ce fameux texte, cette fameuse initiative pourrait apporter concrètement au déroulement du conflit en Ukraine. Dites-moi, je voulais revenir sur le traité START, New START. Beaucoup disent, ça y est, c'est une escalade nucléaire. Moi, je vois pas où aller. Non, il n'y a pas. Y a-t-il escalade nucléaire? Non, il n'y a pas d'escalade nucléaire. Premièrement, je le rappelle, ni les États-Unis ni la Russie ne veulent s'engager, n'ont les moyens d'ailleurs, n'ont les moyens de s'engager dans une course aux armements nucléaires analogue à celle de la guerre froide. S'il y a plutôt une montée des arsenaux, c'est plutôt du côté de la Chine qu'il faut la chercher d'ailleurs. La Chine voudrait devenir une puissance nucléaire majeure. Ce qui compte, c'est que avec cette suspension, la Russie dit « moi maintenant je fais ce que je veux ». Mais si vous voulez, c'est pas non plus... Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi comprendre la position russe quand les Russes disent « mais attention, sur le terrain nucléaire, on prend en compte les ogives américaines, mais on ne prend pas en compte la puissance nucléaire de la Grande-Bretagne et de la France ». Alors ça, c'est un très vieux sujet, c'était une obsession de la diplomatie soviétique pendant la guerre froide. En gros, ils disaient « attendez, on ne peut pas mettre d'un côté l'Amérique, de l'autre côté l'Union soviétique, puisque vous avez en plus les Français et les Britanniques. Ce à quoi les Français et les Britanniques répondaient régulièrement et continuent à répondre. Attendez, pas du tout. Nous sommes souverains. Nous sommes souverains. Notre décision de faire quoi que ce soit dans le domaine nucléaire n'est pas soumise au veto de Washington. C'est un très vieux débat. Et là encore, je vous parlais du discours de Vladimir Poutine qui me rappelait l'Union soviétique sur le côté, la production de blé, la production, nos usines, ceci. Là, encore une fois, Vladimir Poutine reprend un discours soviétique. Merci Bruno Tertrais d'être venu nous voir, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. C'est explication, analyse, vous savez, je préfère ça à tous les commentaires, des commentaires qui parfois nous conduisent, alors si on reprenait tout ce qui a été dit depuis le 24 février 2022, on serait un peu surpris. Mais enfin bon, il est 10h48, merci d'être avec nous. Dans un instant, je vais changer totalement de sujet. Nous allons parler du livret A, plus de 9 milliards d'euros déposés par les Français en janvier. C'est un nouveau record. Depuis 14 ans, on n'avait pas vu ça. Et puis, de l'inflation aussi, puisque 60 millions de consommateurs prévoient un pic d'inflation en juin prochain. Il est 10h48.